Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui chaque mois décrypte les sujets qui vous intéressent, qui vous concernent. Et celui qui va nous occuper aujourd'hui est on ne peut plus sensible puisque nous allons parler des conflits de voisinage. Nous sommes nombreux sans doute à avoir déjà connu quelques tensions avec ceux et celles qui vivent près de nous, à la campagne comme à la ville. Pas toujours simple de se comprendre quand il s'agit du bruit, du stationnement ou encore de la taille des végétaux. Comment éviter l'escalade? La loi peut-elle aider? Et surtout, qui pour régler ces litiges? Eh bien, nous allons avoir des réponses avec nos invités. Je vous les présente. Dominique Delpy, bonjour. Bonjour. Vous êtes conciliateur de justice, président de l'association des conciliateurs de la Cour d'appel de Rennes. Ça concerne les 5 départements de Bretagne historique et c'est justement votre mission de trouver des solutions à ces conflits de différentes natures. On le verra. Laurence Leven, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire dans les Côtes-d'Armor et on verra dans quelle mesure vous pouvez vous aussi, les notaires, apporter et aider à la résolution de ces conflits. Alors peut-être pour démarrer, Dominique Delpy, on va peut-être rappeler le rôle d'un conciliateur de justice. Vous n'êtes pas médiateur, vous n'êtes pas juge. Qui êtes-vous finalement? Et surtout, quelle est votre mission? Eh bien, je rajouterai ni conseiller juridique. Nous sommes des auxiliaires de justice nommés par le premier président de la Cour d'appel de Rennes par ordonnance et nous prêtons serment. On est nommé dans un premier temps pour un mandat d'1 an et renouvelé après pour une durée de 3 ans. Est-ce qu'on peut revenir sur le profil des conciliateurs? Vous êtes un ancien cadre dans le milieu de la banque. Il y a beaucoup de retraités aujourd'hui qui sont conciliateurs de justice. Alors, effectivement, la plupart des conciliateurs et des conciliatrices ont leur carrière professionnelle derrière eux. Et donc, à l'issue de ces carrières, donc, la plupart des conciliateurs aujourd'hui sont à plus de 75% des anciens cadres. Et le reste est composé d'anciennes professions juridiques, comme des greffiers, notaires, juges consulaires, et quelques agriculteurs et aussi des chefs d'entreprise. Et alors, justement, parlons de votre mission. Vous êtes là pour mettre de l'huile dans les rouages quand il y a conflit, litige? Alors, le conciliateur est un tiers, finalement, qui est missionné pour s'entretenir avec des parties qui l'ont sollicité pour tenter de résoudre un différend. Et en fait, notre rôle va consister à les mettre en relation, car souvent les relations ont été interrompues. Sont rompues et donc là, il faut reprendre un dialogue. Remettre, comme vous disiez, de l'huile dans les rouages, mais souvent c'est rétablir une communication ou du moins permettre que chacun puisse s'entendre. Donc que la discussion ait lieu de nouveau. Laurence Leven, je voudrais vous faire réagir par rapport à cette mission des conciliateurs. Est-ce que vous y voyez des points communs ou des points d'achoppement avec celle des notaires? Oui, des points communs certainement, puisque nous avons le même serment. Nous prêtons serment dans le mois de la parution de notre arrêté de nomination au journal officiel. Comme les conciliateurs de justice, nous sommes des tiers de confiance, impartiaux. Nous essayons de remplir nos missions de prévention des conflits et nous sommes aussi des professionnels qui recherchons des solutions consensuelles, c'est-à-dire que les solutions que nous proposons font en sorte de ne léser aucune partie. Oui, c'est important. Et puis, il y a ce devoir de confidentialité aussi. Bien sûr, effectivement. Comme les conciliateurs de justice, nous sommes tenus au secret professionnel. Peu importe ce qui est dit dans nos bureaux, rien ne sort de nos bureaux. Et par rapport aux points d'achoppement Alors, je dirais que pour les points d'achoppement, les notaires rédigent les actes, là où les conciliateurs de justice ne peuvent pas rédiger ni de compte rendu, ni d'acte, ni de formalisation des accords obtenus. Un petit mot sur le fait que vous puissiez peut-être faire parfois intervenir des conciliateurs ou est-ce que ça reste à la marge dans le cadre de vos études? Alors, il est vrai que nous recevons la plupart des clients pour des rendez-vous de conseil lorsqu'ils ont des problèmes avec leurs voisins. Nous leur réindiquons quelle est la règle de droit, quelles sont les informations qui sont contenues dans leur acte de propriété sur les éventuelles servitudes, les éventuelles limites de propriété. Et on leur propose d'avoir un dialogue apaisé et assez constructif avec leurs voisins, puisque je pense que c'est un préalable
préalable à toute conciliation. Et si toutefois ils n'arrivent pas à obtenir gain de cause ou si ils voient qu'ils ne peuvent rien tirer de leurs voisins, eh bien là, on leur conseille de faire appel au service des conciliateurs de justice. Et est-ce que vous, Dominique Delpy, vous frappez parfois à la porte des études notariales et dans quelles circonstances ? Oui, à maintes reprises, y compris parmi les amis que j'ai qui sont notaires, lorsqu'il va falloir finalement soit avoir un point précis sur le droit concernant des problématiques liées à des écritures, ou interpréter, alors pas interpréter, mais lire finalement un acte, savoir ce qu'il y avait derrière certaines dispositions, ou aussi lorsque nous allons être amenés à rédiger de la façon la meilleure pour pouvoir rendre les dispositions auxquelles les parties ont pensé exécutables et pas contraires finalement aux dispositions au règles d'ordre public, par exemple. Oui, rédaction d'un constat d'accord, on y reviendra tout à l'heure. Vous intervenez beaucoup dans les conflits dits de voisinage, Dominique Delpy. Est-ce que ça reste la majorité des conflits que vous traitez ? Alors, c'est une majorité, en tout cas, dans la Cour d'appel de Rennes, et je crois savoir même dans pas mal de cours d'appel en France. Aujourd'hui, ces troubles de voisinage, ils cumulent à peu près entre 30 et 33%. Sont suivis de près les litiges liés à la consommation. Un litige entre quelqu'un qui achète et quelqu'un qui vend. Oui, ou pas content de travaux, ou un achat finalement même sur Internet, etc., qui n'aboutit pas ou mal. Et puis aussi, bien sûr, tous les litiges qui étaient à un moment donné qui étaient en tête, les litiges liés au baux d'habitation, que ce soit aussi bien propriétaire que locataire. On va revenir sur cette escalade du conflit dans un instant, mais avant d'aller plus loin, nous sommes allés interroger des citoyens. Peu ont été confrontés à des conflits de voisinage qui dégénèrent, hein, mais il se figure très bien, ces citoyens, ce qui peut perturber les relations ou ce qu'il est important d'avoir comme bonne relation avec ses voisins. Écoutez. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de voisinage ? Oui, j'habite en région parisienne, des fois j'avais eu des problèmes, des voisins bruyants, avec des maisons mitoyennes. Voilà. Je suis en 2-7, je travaille le matin, l'après-midi, il y a la question du bruit ou des tondeuses ou ce genre de choses. On a toujours plus ou moins des affinités les uns avec les autres. Maintenant, tant que chacun s'occupe de ses torchons, tout se passe bien, j'ai envie de dire. C'est quoi qui pourrait faire que vous ayez un conflit avec votre voisinage ? Nous, ça pourrait être le jardin, les arbres, les feuilles, les trucs comme ça, là, parce que alors ça, Et nous aussi. on a beaucoup ça dans le jardin, donc si on avait des voisins pas trop conciliants, ça pourrait être d'un sens comme de l'autre, ça. Autrement, peut-être des fois les animaux. Oui, moi fois, j'allais dire les animaux. Qui aboie ? Oui. Le bruit ? Oui, qui viennent chez vous, qui viennent sur vos partout, là, voilà, ça pourrait être ça. les chats qui viennent gratter. Et alors, c'est quoi le secret de la bonne entente entre voisins ? Je sais pas. C'est être compréhensif, savoir céder quand il faut. Bienveillant, gentil, savoir prendre en considération aussi les contraintes des autres, s'entraider. Pas hésiter à proposer notre aide quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans la panade. Et puis voilà, c'est du savoir-vivre en fait. Hein. La patience, puis, la compréhension, on va dire. Pour vous, ce serait quoi le voisin idéal ? Le voisin souriant qui entretient bien sa maison, parce qu'on aime bien avoir des voisins qui entretiennent bien leur maison, que ça déborde pas chez nous, enfin voilà. Et les voisins qui sont là pour nous aider, quoi. Voilà, le bruit, les animaux, les feuilles. On a entendu là quelques exemples, hein. Dominique Delpy, selon vous, qu'est-ce qui va transformer une simple gêne finalement en un conflit ouvert qui va nécessiter l'intervention d'un tiers neutre ? Alors c'est vrai que la plupart du temps, les personnes qui viennent nous voir, nous relatent qu'ils avaient des relations à peu près normales, voire ils se recevaient. Et lorsqu'il va y avoir, disons, un sujet comme je manifeste, comment dirais-je, l'intention, je demande à mon voisin de bien vouloir élaguer, par exemple, ou de rabattre une haie. Celui-ci va, soit il ne répond pas, soit il va commencer à dire « Ne t'inquiète pas, Germaine, je le ferai la semaine prochaine » ou « Je taillerai le chêne, Raymond, quand finalement ça sera la période du repos végétatif ».
Et puis finalement, des fois, les saisons s'écoulent et le travail n'est pas fait. Ça reste lettre morte et voilà. Donc, problème de communication donc. De communication, alors d'incompréhension. Pourquoi finalement ce voisin que je connais depuis si longtemps ne veut pas se résoudre à faire ce que je lui demande? Pourquoi finalement n'accepte pas à ma demande qui est tout à fait légitime. Voilà, donc pourquoi n'accepte-t-il pas ma vision à moi, de ma tranquillité, de mon espace? Voilà, donc il y a cette rupture et puis parfois, lorsque finalement les points de vue divergent, le désaccord, s'il n'est pas suivi finalement d'une communication régulière, et il peut y avoir des ruptures de communication. Et là, c'est un petit peu l'enchaînement et l'escalade. Ouais, l'escalade du conflit, c'est ça que vous avez... Une incompréhension, mais pourquoi veut-il finalement, et en quoi ça le gêne? Et cette incompréhension, si elle n'est pas canalisée, ou du moins s'il n'y a pas un tiers parfois pour pouvoir y remédier, alors ça peut aller jusqu'à des ruptures, voire le conflit peut aussi dégénérer, dans certains cas, sur une certaine forme de violence. Alors, pour qu'on se figure bien comment peut se passer une conciliation, nous nous sommes rendus du côté de Redon, où 2 voisins ont fait appel donc à un tiers neutre et impartial pour tenter de trouver une solution à leur conflit au sujet de végétation. Tiens, le reportage est signé Laura Rochette. Depuis plusieurs années, la communication est compliquée, la discussion au point mort entre ces 2 voisins. La cause de ces tensions, des arbustes pas suffisamment élagués et trop proches de la clôture de monsieur, et un arbre très haut qui lui semble un peu menaçant. Quand il y a de la tempête, on a les jetons, parce qu'on est tout près. La chambre est juste là à côté. Pour sortir de cette impasse, monsieur Robert a fait appel au service de Bernard Rouxel, un conciliateur de justice bien habitué à ce type de situation. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous exprimer, dire ce qui ne va pas, et puis comment ça peut se résoudre, quoi. C'est pas une situation compliquée, c'est encore moins tendu, parce que la résolution elle est assez simple en fait, c'est de faire constater par les parties ce qu'il y a à faire et comment vont-ils procéder pour y arriver. Ce conflit de voisinage, s'il n'est pas violent en parole ou en acte, est latent depuis de nombreuses années. Monsieur Robert s'est toujours occupé de la taille des haies de sa voisine, adjacent à sa propriété, mais à l'âge de 86 ans, il n'a plus l'envie ni l'énergie de s'en charger et souhaite que sa voisine trouve une solution. Bon, je crois que vous avez fait le constat, madame. Oui, non, mais là, c'est sûr qu'en hauteur, il faut qu'il taille mon jardinier, c'est sûr. La présence d'un conciliateur de justice permet ce jour-là aux voisins d'échanger, de se rendre compte de la réalité de la situation. Pour madame, le constat est simple, la taille est effectivement insuffisante et son jardinier n'a pas fait le travail demandé. Quand on est chez soi, on ne se rend pas compte de ce qui se passe de l'autre côté de la haie. Elle s'est vraiment rendu compte que ça ne collait pas et qu'elle payait une somme importante alors que le travail n'était pas suffisamment fait. J'ai horreur des animosités. Et puis, on va pas se bouffer le nez pour des haies ou des arbustes. Pour moi, ça s'est bien passé, en espérant que la suite, ça bouge et tout. L'écoute et la neutralité du conciliateur a fait évoluer les échanges et chaque partie espère aujourd'hui trouver un terrain d'entente. Voilà, alors évidemment, chaque situation est différente. Dans ce cas précis, c'était une première réunion. Elle a duré une vingtaine de minutes. Mais il peut y en avoir plusieurs, Dominique Delpy. Sur combien de temps peut s'étaler une conciliation? Alors, je dirais qu'en moyenne, c'est à peu près 3 mois. Mais moi-même, et je sais que d'autres aussi, ont des dossiers qui peuvent durer plusieurs mois, je dirais presque quelques années. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il peut y avoir des sujets complexes qui mettent en jeu beaucoup de parties, beaucoup de voisins, notamment des problèmes d'écoulement d'eau, de ruissellement d'eau sur des parcelles nouvelles qui ont été aménagées avec des lotissements, avec donc de nombreuses difficultés et de l'eau qui ressurgit au point le plus bas. Donc là, oui, effectivement, beaucoup d'acteurs, un sujet un peu complexe dont tout le monde n'a pas forcément conscience ou ni les tenants aboutissants, ça peut faire effectivement traîner des dossiers. Nécessité aussi de faire maturer, que chacune des parties puisse bien prendre en compte les règles, les règlements, les PLU, des règlements spécifiques à certaines agglos et qui modifient aujourd'hui, parce qu'il y a des dispositions nouvelles aussi qui protègent et c'est aussi bien les arbres que des fossés et des talus. De quels outils vous disposez pour tenter justement de trouver des accords ?
Alors là, on en a vu un. Vous avez vu, Bernard Boussel s'est déplacé, ce qu'on appelle un transport sur les lieux. Et cette possibilité, qui est quand même spécifique, qui est prévue dans les outils utilisables par le conciliateur, qui est prévue par les textes, et il peut aussi s'accompagner d'une co-conciliation. On peut aussi s'adjoindre les services d'un autre conciliateur, comme on peut aussi concilier à distance par des moyens et mettre en jeu aussi des moyens audiovisuels. Mais ça, c'est vrai que c'est une force d'aller sur le terrain, de pouvoir constater, de pouvoir mettre les deux parties autour de la table. C'est vraiment... Et ça correspond à ce qu'a dit aussi M. Rouxel, c'était la reconnaissance des parties, de la réalité de l'autre. Et aussi la possibilité de pouvoir rédiger quelque chose qui sera exécutable, parce que finalement, si quelque chose est écrit pour des dispositions, on pourra voir, disons, le transport sur les lieux le permet. Vous parliez d'écrit, justement. En cas de succès, là, on a l'impression que les choses sont plutôt claires, que l'issue est sans doute proche. Comment ça va se matérialiser? Ils vont signer un accord, ces voisins? Comment ça se passe? Alors, il peut y avoir des accords oraux, donc à peu près 50% des affaires qui nous sont soumises sont résolues, disons, par un accord. Il peut y avoir aussi... Parce qu'on se donne la parole d'eux, mais il faut que ce soit suivi des faits. Un accord oral, finalement, il manquera, ça sera la preuve. L'écrit va pouvoir apporter 35 à 36% des accords finissent par un accord écrit. Et cet accord écrit est possible. Il ne s'agit pas d'un acte authentique, comme l'a dit tout à l'heure Laurence. C'est bien ça du seul ressort des notaires de rédiger ça. Mais on peut rédiger un constat qui aura la force obligatoire d'un contrat. Qui parfois pourra faire l'objet d'une homologation, mais on en parlera peut-être. Oui, mais j'allais dire, alors là, c'était le cas pour des végétaux, ça peut être le cas pour du bruit, pour un... Quel type de litiges peuvent donner lieu à un accord finalement? Alors, tout ce qui va être lié à la consommation, c'est assez facile. On dit, voilà, finalement, je vais payer ma facture, je vais l'étaler, mes loyers ou mon dépôt de garantie va être honoré sous tel et tel échéancier. Lorsqu'il va s'agir, par contre, de réguler des bruits, des odeurs et des fumées, on peut instaurer parfois des règles de vie qui vont se substituer finalement aux règles de vie quotidiennes par un écrit, par exemple avec des règlements en disant tiens, la piscine sera utilisée par les enfants plutôt qu'à partir de 15 heures pour que papy et mamie fassent la sieste ou que le nouvel arrivant puisse faire sa sieste. Et on peut aussi dire que finalement, en fonction des cultures aussi différentes, que les merguez ou du moins les sardines ou que les odeurs de certains barbecues ne gênent pas les autres, et bien ne pas finalement les faire toute la journée ou toute la nuit. Ouais, ça peut paraître très trivial de dire comme ça, mais c'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels vous êtes saisis de manière très concrète. Laurence Leven, justement, les notaires peuvent parfois entrer dans le jeu dans certains types de litiges parce que vous allez permettre la rédaction vraiment formelle d'actes pour que finalement cet accord entre deux parties se transforme en quelque chose de perpétuel et de gravé dans le marbre. Exactement, par exemple les actes liés aux servitudes, les servitudes de passage, notamment les servitudes de stationnement, d'autorisation de stationnement temporaire, aussi tout ce qui a trait avec le partage successoral aussi. On va déterminer quels sont les droits de chacun des héritiers dans tel ou tel bien de la propriété. Et alors ce qui est important, notamment pour les servitudes, c'est qu'à partir du moment où le notaire va rédiger l'acte de servitude, il va publier l'acte de servitude et cette servitude deviendra opposable à tout le monde, notamment aux voisins. Voilà, donc ça, ce sera effectivement quelque chose qu'il faudra respecter. Il n'y aura plus de discussion possible sur ces sujets-là. Dominique Delpy, c'est quoi le taux de réussite des conciliations et qu'est-ce qui va être peut-être déterminant dans son succès? Alors, disons que nous traitons à peu près un peu plus de 20 000 affaires. 18 ou 19 000 arrivent à la conciliation. Et là-dessus, il y a à peu près 9 000 affaires qui sont résolues par, disons, par un accord. Donc, c'est 50 à 51. De toute la Cour d'appel. De toute la Cour d'appel de Rennes. Voilà. Donc, c'est un département de Bretagne historique, on le rappelle. Mais au niveau national, on n'est pas très loin aussi. On est de l'ordre de 49 à 50%. Alors, après, ce que vous disiez, c'est... Finalement, qu'est-ce qui va faire qu'on arrive à cet accord? Alors, qu'est-ce qui va être déterminant? Finalement, que le processus d'écoute et de conciliation a pu permettre l'émergence de volonté. Donc, des fois, le conciliateur peut être force de proposition, mais c'est bien la volonté des parties qui va être finalement l'objet d'un accord.
Et le conciliateur s'évertuera, s'attachera à ce que chacune des parties ait conscience de ce qui va être finalement... Et que ce soit équilibré, en fait. Alors lui, il doit veiller effectivement à la fois au respect des règles d'ordre public, mais surtout à ce qu'il y ait un certain équilibre, pour éviter justement qu'une partie puisse se sentir, je ne veux pas dire lésée, mais du moins que ce soit moins gagnant-gagnant, ou en tout cas pas perdant-perdant. En cas d'échec, il se passe quoi si on n'arrive pas finalement à concilier Alors, ça fait partie des choses que le rédacteur peut rédiger. C'est aussi un écrit, c'est une attestation finalement comme quoi il y a une non-conciliation. C'est comme si par exemple aussi une partie ne viendrait pas à une conciliation, on aurait un constat de carence. Ce document va servir aux justiciables pour pouvoir continuer éventuellement la procédure devant un tribunal judiciaire. En fait, c'est son billet d'entrée, si je puis dire. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais aujourd'hui, la conciliation dans des cas de litige de voisinage est obligatoire. On ne peut pas saisir un tribunal comme ça. Y compris donc, les voisinages, donc les troubles de voisinage, le bornage, et tous les litiges inférieurs à 5 000 €. Merci Dominique Delpy, merci Laurence Leneven. On va faire une toute petite pause dans cette émission pour accueillir Anne-Sophie Louis parce que c'est l'heure de notre chronique Actu de ce mois de décembre. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Aurélie. Alors une chronique sous forme plutôt de rappel que d'actualité pure. On commence par parler de l'abattement exceptionnel sur les droits de donation. C'est ça. En fait, on attend la loi de finances 2026, mais on rappelle que la loi de finances 2025 a permis un nouvel abattement exceptionnel pour un don de somme d'argent à hauteur de 100 000 €, mais pour l'achat ou la construction d'un logement neuf en vue d'y habiter, ou pour des travaux de rénovation énergétique, là aussi dans la résidence principale. On parle maintenant du nouveau guide 2025 des meublés de tourisme. Le ministère du Logement vient de sortir le guide 2025 des meublés de tourisme. Donc on le rappelle, le maire a désormais plus de pouvoir pour ajuster la location avec une mise à niveau énergétique qui est renforcée. Et puis on l'indique, on en reparlera en mai 2026, mais il y a une nouvelle plateforme qui va prendre vie et qui va permettre de recenser tous les meublés dans les niveaux des logements, au niveau des villes et autres. Et on termine avec ce simulateur pour connaître le type de logement auquel on peut être éligible dans quel cas de figure. Alors c'est uniquement pour les agents de l'État, tout ce qui est agents territoriaux, agents hospitaliers. Ils ont un site dédié pour savoir de quel logement ils peuvent prétendre, avec quelle aide ils peuvent bénéficier selon leurs revenus. Donc ce site, c'est sur logement.fonction-public.gouv.fr. Merci Anne-Sophie. On va conclure cette émission par quelques conseils de bon sens, si vous le voulez bien. Laurence Leneven, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut se prémunir en amont des conflits en peut-être sachant précisément ce qu'il y a dans l'acte de propriété de notre résidence ? Oui, il faut d'abord commencer par lire son titre de propriété et ensuite, si on a des difficultés à comprendre ce qui est indiqué, aller voir son notaire qui décryptera le titre de propriété, qui rappellera les règles essentielles, notamment en ce qui concerne les limites de propriété, la désignation, les surfaces. Et cela évitera certainement les conflits et les mauvaises compréhensions, les mauvaises interprétations. Dominique Delpy, comment est-ce qu'on peut éviter que justement des petites tensions ne dégénèrent justement en conflit? Est-ce que vous avez quelques conseils, recommandations de par votre expérience à nous promulguer? Oui, recommandations. Rester en contact avec la personne dont on pense qu'il peut finalement résoudre, du moins accepter la demande qu'on veut lui formuler. Finalement, ne pas rompre le lien. Ne pas rompre et surtout, sous quelle forme? Sous une forme la plus simple possible. Bien sûr, en France, on est habitué souvent, pour démarrer une procédure, à envoyer une lettre recommandée. Elle est des fois mal perçue. Et y compris quand le conciliateur va envoyer une invitation, lui, il va envoyer une invitation avec la Marianne. Donc il y aura un effet, on va dire... donc peut-être qu'effectivement, on pourra rester au stade d'une relation où on peut avoir un désaccord, pour revenir au stade de la relation sociale, je ne veux pas dire normale, mais classique, ou du moins habituelle. Voilà, il faut rester en lien, par tout moyen. Ne pas rompre ce contact. Merci, merci à vous pour ces explications, pour ces précisions, ces éclaircissements. C'était notre dernière émission de 2025, mais bien évidemment, on se retrouve en janvier 2026. D'ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.